Pourquoi moi? Je veux juste un bébé en fait. Ne pas savoir si ça marchera, c'est ça le plus dur. Quand on souhaite tomber enceinte, on se lance en espérant que ça marchera rapidement, que ce plus arrivera vite et que bientôt on aura notre bébé dans nos bras. Je m'appelle Charlotte et dans ce podcast, j'ai envie de libérer la parole autour du projet de conception. Parce que non, malheureusement, ce n'est pas toujours simple, facile, rapide. Ici, vous entendrez des témoignages d'autres femmes qui vivent et ressentent les mêmes choses que vous. Vous n'êtes pas seul. Aujourd'hui, j'accueille Marine à mon micro qui a vécu un long parcours de PMA avec plusieurs FIV en France mais aussi à l'étranger avant de découvrir il y a quelques temps qu'elle était enfin enceinte. Alors merci Marine de nous partager aujourd'hui ton histoire et pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît ? Oui, alors moi c'est Marine et donc je tiens le compte Instagram Marine et la vie en PMA et je partage du coup depuis 2019 mon parcours de PMA, voilà. Ok, super. Donc du coup, si on remonte un peu le fil, avant que tu commences du coup ta PMA, est-ce que toi tu as toujours su que tu voulais être maman ? Toujours. Depuis des années, depuis mon plus jeune âge, je voulais même être jeune maman. Je voulais impérativement avoir mon premier enfant vers 24-25 ans. Bon, il aura 10 ans de retard, mais voilà. Après, oui, c'était quelque chose que j'ai toujours voulu. Et c'est vrai qu'après, c'est venu... c'est quelque chose qui est venu naturellement, forcément, avec mon mari. Parce que du coup, ça fait un petit moment que vous êtes ensemble. Comment ça s'est passé du coup ? À quel moment c'est venu dans la discussion entre vous deux ? C'est vraiment venu très naturellement. Donc nous, avec Jérôme, ça fait 9 ans qu'on est ensemble. Et on a fait notre petit bout de chemin tous les deux, tranquillement. On a acheté notre maison. Et un soir, c'était début 2017. Et là, je lui dis, écoute, on a la maison, on a tous les deux un travail. Écoute, il manque plus qu'un bébé, qu'est-ce que t'en penses ? Et c'est vrai qu'en plus, je ne prenais plus la pilule à ce moment-là pour d'autres soucis de santé. Mais c'est vrai qu'on ne cherchait pas forcément non plus à avoir un enfant, même si ça serait forcément venu sur le tapis. Et puis il me dit, ouais, allez, vas-y, on y va. Donc ça s'est vraiment fait tout naturellement, quoi. C'était vraiment la suite de notre histoire. D'accord, donc vous êtes lancé en 2017, donc il y a déjà plusieurs années finalement. Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc vous avez décidé de vous lancer, d'essayer d'avoir ce bébé. Est-ce que tu te rappelles dans quel état d'esprit tu étais en tout cas au tout début ? Est-ce que tu savais que ça pouvait prendre du temps ? Est-ce que tu t'es dit, on va le faire et ça va arriver très rapidement ? Dans quel état d'esprit tu étais à l'époque ? J'ai été un petit peu mitigée, disons que je savais, je connaissais déjà un petit peu, je vais pas dire ce monde de la PMA, mais voilà, j'ai quelques proches qui sont passés par des dons d'ovocytes ou voilà, par des parcours très compliqués, mais je n'étais pas du tout renseignée à l'époque sur le pourquoi du comment, et en fait c'est au fur et à mesure des mois où au bout de 6 mois, je me suis dit mais c'est quand même bizarre, ou je sais pas en fait, dans ma tête, mon inconscient, je ne sais pas ce qui s'est passé, et je me suis dit mais pourquoi je tombe pas enceinte ? Alors on va dire oui Marine, 6 mois, c'est tôt, ça peut mettre jusqu'à 1 an, etc. C'est ok, mais c'est juste que j'avais arrêté la pilule depuis, je sais pas, ça faisait peut-être 4-5 ans je crois à l'époque. Donc en fait on se dit 4-5 ans sans pilule, sans rapport protégé, sans calculer sa date d'ovulation, sans calculer quoi que ce soit en fait, en faisant sa vie naturellement, avec le recul on se dit comment j'ai pu ne pas tomber enceinte ? Parce qu'on ne peut pas dire j'y pense trop parce que c'était absolument pas d'actualité. Donc du coup voilà, là ça m'a mis la puce à l'oreille et je me suis dit c'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Et j'ai appris aussi par rapport à ma famille très proche qui avait un souci d'infertilité, notamment une ménopause précoce. Et je me suis dit peut-être que c'est héréditaire, peut-être que voilà, il y a quelque chose. Et je me suis dit je vais consulter. Bon, j'avoue que j'ai un petit peu menti sur la première consultation. J'ai dit qu'on était déjà à 1 an d'essai. Bon, c'était faux, mais en soi, avec l'arrêt de la pilule, on était quand même bien au-delà, quoi, au final.
quand tu es allée consulter ton gynécologue au bout de ces 6 mois, donc c'est 1 an plus ou moins, qu'est-ce qu'on t'a dit? Qu'est-ce qui t'a été proposé pour la suite? J'ai eu en face de moi un gynécologue hyper gentil, pas du tout dans le jugement, vraiment. Et tout de suite, il m'a rassurée, il m'a dit que voilà, c'était pas grave, parce que moi je suis arrivée, je me souviens, je suis arrivée avec mes courbes de température. Ça faisait 6 mois que je faisais des courbes de température et je lui dis mais ça va pas, il y a rien qui va. Oh mais c'est rien, ça qu'il me dit. Et du coup c'est vrai qu'il m'a donné les bilans hormonaux à faire de base, hein, prise de sang, alors je ne sais plus, J3, J10, enfin voilà, il y avait pas mal de petites choses à faire, dont l'hystérosalpingographie. Et puis voilà, quoi, il m'a dit écoutez, vous faites ça, et puis on se revoit, on se redit quoi, hein, mais il avait pas l'air, il avait vraiment pas l'air inquiet, pas du tout dans le jugement. Non, vraiment, j'ai été bien accueillie, bien traitée, quoi, si on peut dire. Et du coup, tu as commencé à faire les examens assez rapidement après? Oui, je les ai enchaînés. Je les ai vraiment enchaînés. On a vu à l'hystérosalpingographie qu'il y avait un souci. C'était un examen, comme beaucoup, hein, d'entre nous, vraiment très douloureux. Vraiment un sale moment. C'était horrible, je m'en souviendrai toute ma vie. Et en fin de compte, on a découvert qu'il y avait une trompe de Boucher. Alors à l'époque, la personne qui a fait le diagnostic, l'examen ce jour-là, était partie sur un utérus bicorne. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Sur les radios, on voyait que la moitié de mon utérus, donc c'était c'était un peu bizarre. Je me suis pas trop inquiétée encore à ce moment-là. Je me suis dit, bon, on verra bien ce que dit le médecin. Franchement, on se laisse aller, on verra bien. Et puis voilà, quand j'ai vu mon gynécologue, il m'a dit bon, si ça se trouve, c'est pas grave, on va faire une petite opération. Donc il m'a fait des petits trous en bas du ventre, au niveau du nombril, pour passer une petite caméra. Puis il me dit on va aller voir un peu ce qui se passe là-dedans. Et il m'a expliqué que des fois, alors pas tout le temps, mais c'était un petit morceau de peau en fait qui bouchait l'entrée du passage de la trompe. Et ce qui fait que quand les spermatozoïdes en fait veulent aller dans les trompes, ça fait barrage et ils peuvent pas en fait. Donc voilà, il m'a dit si ça se trouve c'est pas bien grave. Et effectivement, il avait raison. C'était pas bien grave et l'opération s'est très bien déroulée. Il m'a dit bon c'est tout, vous avez vos 2 trompes qui fonctionnent et qui sont imperméables. Donc écoutez, maintenant il n'y a plus de soucis il n'y a pas de soucis d'infertilité quoi. Donc on y va, je vous laisse 6 mois et on se revoit dans 6 mois. Parce que toi, du coup, là, tu as eu cette opération qui est arrivée combien de temps après ton premier rendez-vous? J'ai eu rendez-vous gynéco, c'était en septembre, donc le temps de faire les examens sur octobre, oui c'est ça, sur octobre. Je l'ai revu au mois de novembre et il m'a calé l'opération au mois de décembre, donc ça s'est fait sous 3-4 mois, hein, ça s'est fait assez vite. Hein. D'accord. Et est-ce qu'en parallèle, on avait fait des examens à ton conjoint pour voir si de son côté, il y avait potentiellement quelque chose ou c'était vraiment que toi au début, les examens? Non, mon mari a eu le droit aussi à un spermogramme et c'est tout. Ouais, c'est tout, il y avait vraiment que ça. D'accord, donc en fait là, tu arrives du coup après cette opération, ton gynéco qui te dit du coup, maintenant tout devrait bien aller puisque toi on a réglé entre guillemets le problème et ton conjoint ça va, donc du coup vous reprenez votre vie à la maison et on espère que ça va marcher du coup maintenant, c'est ça? Voilà, c'est exactement ça, donc on se dit bon c'est tout, on y va. Bon après je prends quelques conseils de mes copines qui me disent moi le gynéco m'a quand même conseillé d'avoir un rapport tous les 2 jours, etc. Enfin voilà, pour vraiment mettre toutes les chances de notre côté, etc. Donc du coup c'est tout, nous on est partis hein, sur 6 mois comme ça, et puis au bout de 6 mois, sans surprise, hein, mais je sais pas, je le sentais au fond de moi, je l'ai toujours senti, et je suis retournée voir le gynécologue en lui disant me revoilà, vous m'avez laissé 6 mois, les 6 mois sont passés, qu'est-ce qu'on fait? Et là, il m'a dit, je peux plus rien faire pour vous. Et il m'a donné le nom d'une collègue. Il m'a dit, je vous donne le nom de ma collègue. Prenez rendez-vous. Donc, je suis allée prendre rendez-vous. J'avais rendez-vous peut-être 2-3 mois plus tard. Mais je ne savais pas du tout que c'était de la PMA parce qu'à aucun moment, en fait, on m'a mentionné ces 3 petites lettres. On m'a juste parlé d'aller voir une collègue qui était spécialisée dans le désir d'enfant, quoi. Mais à aucun moment, on nous a dit... On nous a parlé en tout cas de la PMA. Et toi, du coup, quand tu es allée à ce rendez-vous, ça faisait du coup plus d'1 an maintenant que tu étais que vous étiez en train d'essayer.
Donc tu vas voir cette spécialiste et tu es dans quel état d'esprit? Parce que même si on ne parle pas encore de PMA, j'imagine que le désir il est de plus en plus fort et que c'est de plus en plus difficile pour toi. Bah, franchement, j'y vais en ne sachant du coup pas quoi m'attendre. Entre deux, je me souviens que j'avais été sur des groupes Facebook, etc. Donc du coup, je voyais déjà beaucoup de choses passer. Je me rendais pas compte encore à l'époque, je me rends compte maintenant avec le recul, avec l'expérience que beaucoup de filles du coup parlaient notamment de fécondation in vitro. Et voilà, donc je vais au rendez-vous. Et là, on me donne simplement une ordonnance. On me dit, vous allez chercher ça à la pharmacie et vous nous rappelez. À J2 ou je ne sais plus si on m'a précisé, c'est vrai que c'était il y a très longtemps. Mais je me souviens que j'ai pas eu d'explication, on m'a vraiment rien dit, on m'a donné une ordonnance, voilà, vous vous rappelez au début de votre cycle, etc. Ok. Et en allant chercher du coup le fameux médicament à la pharmacie, je me rends compte que c'est une seringue de Gonal, donc que c'est des injections qui vont devoir être faites. On m'a pas expliqué quand, comment, pourquoi, à quelle heure, enfin potentiellement. Et donc je me dis bon, c'est tout. Je rediscute encore une fois avec quelques amis qui ont failli passer par la PMA, qui me disent oh là là Marine, t'inquiète pas, vous n'avez rien de toute façon qui cloche chez vous, donc un petit coup de pouce et ça va marcher direct. Bon, je me suis dit je vais les écouter et on arrivait à un moment un peu, enfin je vais pas dire critique, mais on s'est mariés en août 2019 et quand j'ai eu l'ordonnance, c'était à peine un an avant. Et là, je me suis dit, si jamais je commence maintenant et que ça fonctionne tout de suite, je vais me retrouver en fait à me marier avec un bébé potentiellement de 2 mois. Donc, je me suis dit, timing, il est pas bon. Donc, on s'est entre guillemets mis en pause jusqu'à avril 2019, voilà, c'est ça. Et avril 2019, je me dis, allez là, c'est bon, on y va, il se passera ce qui se passera, je peux tomber enceinte, être enceinte de 3 mois à mon mariage, au pire, c'est magnifique, je me voyais déjà faire l'annonce. Ah, ça y est, j'étais partie, on m'avait perdue. Et puis c'est tout, au final le mois d'avril a été loupé, parce qu'en fin de compte on m'avait pas du tout dit quand est-ce qu'il fallait faire les piqûres, et on m'avait pas prévenu, c'est tout bête, mais J2, pour moi c'était J2 après les règles. Enfin, si j'ai bien compris, t'as vu cette gynécologue qui était spécialisée PMA, mais du coup, toi, tu savais même pas que c'était PMA. Elle t'a dit, prenez Gonal, mais elle t'a rien dit, enfin, elle t'a pas expliqué à quoi ça servait, comment le faire, etc. Et du coup, tu t'es retrouvée plusieurs mois après, quand tu t'es dit, bah ça y est, je veux faire le traitement, toute seule à faire les injections comme ça, sans comprendre le pourquoi du comment? Exactement. Donc, du coup, premier mois de loupé, parce que au final, j'étais pas à J2, mais je devais être à J6. Et oui, parce qu'en fait, pour les personnes peut-être qui ne comprendraient pas, J2, c'est le 2e jour depuis le début des règles. Voilà, c'est ça. Et pas depuis la fin des règles. Mais c'est sûr que si on ne te l'explique pas, tu peux pas savoir parce que c'est. C'est ça, moi c'était le néant à cette époque-là, donc je ne savais pas ce que c'était que J2. Pour moi, J2, 2e jour, ok, 2e jour, une fois que les règles sont finies en fait. Enfin, bref, donc c'est tout, du coup, premier mois loupé, c'est pas grave. On se dit c'est tout, on attaque le mois prochain. Et là, je me dis je vais quand même appeler une infirmière parce que ça reste des piqûres, sachant que j'en suis terrorisée. Donc déjà, me piquer moi-même, ça, c'est pas possible. À cette époque-là, j'ai la chance d'avoir mon mari près de moi quotidiennement. Donc je voyais sur les groupes, etc., que les filles faisaient participer leur mari. Donc je me suis dit, bon, bah tu me piquerais bien. Donc c'est tout, on s'est dit, on va mettre ça en place. Mais pour la première injection, on va demander à une infirmière quand même pour nous expliquer un petit peu, etc. Je prends rendez-vous à J2, à mon vrai J2 cette fois-ci. L'infirmière vient et elle vient le matin. Elle vient vers, je sais pas, peut-être 10-11 heures, elle me fait l'injection, etc. Et je ne sais absolument pas comment ça s'est passé. Et en fait, j'ai appris certainement par le biais du groupe dont j'étais sur Facebook, qu'en fin de compte, les injections, c'était le soir et pas le matin. Une autre information qu'on ne m'avait pas dit. Aïe, 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 aïe. C'était compliqué. En fait, le manque d'informations, t'as commencé ton parcours un peu comme ça, tu sais, lâché dans la nature et puis advienne que pourra, quoi. Enfin, on parle quand même d'injections, de traitements médicaux, quoi, qui sont censés être encadrés. Donc... J'ai été lâchée, entre guillemets, comme ça, comme si ça faisait déjà plusieurs fois, en fait, que j'ai ce protocole-là, mais pas du tout.
Donc bon, c'est tout. Après, c'était pas bien grave, un J2, d'avoir loupé l'heure. Bon, il n'y a rien de bien méchant en soi. Donc les jours qui ont suivi, on a fait ça le soir. Et puis après, du coup, j'ai commencé à reposer des questions parce que je me suis un peu fait engueuler, quoi, entre guillemets. Oui, mais ça se fait le soir après 18h. C'est pas marqué sur l'ordonnance. Donc je peux pas deviner, en fait. Enfin, bon, voilà. Du coup, c'est passé. On a quand même fait donc 6 stimulations. Donc une stimulation ovarienne, une petite stimulation ovarienne. Et puis quand le ou les follicules sont matures, en général on va jusque 2 ou 3. Après voilà, ça dépend des cas et tout ça. On déclenche donc l'ovulation et puis après on a un rapport du coup avec monsieur. Parce que du coup pendant tout le processus de stimulation, après en tout cas le début là où tu savais pas trop où tu en étais, on te suivait pour voir comment évoluer du coup tous tes follicules. C'est ça, j'avais une écho à peu près tous les 2-3 jours pour voir un petit peu voilà, la taille de l'endomètre, voir un petit peu les follicules, voir ce que ça donnait. Et puis d'ailleurs, ma première stimulation, j'ai eu 5 follicules. Donc c'est pareil, elle a été loupée parce qu'il y en avait de trop. Forcément, nous on rigolait, pareil, on n'était pas trop conscients. On nous dit il y a 5 follicules. Nous on était morts de rire, je me souviens. On rigolait, la nana, elle était en PLS. Oh là là, grossesse multiple, et toi, tu voyais déjà. Là, vous avez plus de rapport, c'est fini, vous arrêtez. Elle était en panique complet, et puis nous, on était morts de rire. Et puis, donc voilà, on a encore une fois, on a tout stoppé. Après, ça a été mieux. Les autres stimulations, j'avais 1 ou 2 follicules suivant les mois, mais c'est vrai que ça n'a jamais fonctionné. Et j'ai jamais compris même pourquoi est-ce qu'on est passé par cette étape-là, parce que je me dis, au bout d'autant d'années d'essais naturels, comment on peut nous faire encore au final un protocole qui reste plus ou moins naturel en soi, donc même s'il y a stimulation, etc. Donc bon, du coup, on est resté comme ça, puis j'avais dit, bon, après le mariage, moi, je vais dire quelque chose, quoi. Il faut qu'il fasse autre chose, je sais pas, mais franchement, ça fonctionne pas. Et oui, là, ça commençait à m'agacer de perdre du temps, quoi. Et au final, après le mariage, donc on avait fait 6 stimulations. Et là, quand j'ai commencé à dire, bon, écoutez, on en a fait 6, vous voyez bien que ça marche pas, qu'est-ce qu'on fait? Et là, tout de suite, la gynécologue n'a pas cherché à comprendre. Elle m'a dit, on te voit le mois prochain, on fait un dossier FIV et on enchaîne direct, en fait. Sans attendre, on fait une FIV. Ouais, donc là, ça faisait 2 ans et demi que vous essayez. Et enfin, on te propose quelque chose où j'imagine que tu as l'impression que on va vous aider, entre guillemets, concrètement et que ça y est, vous rentrez dans le vif du sujet. Parce que la FIV, c'est un protocole qui est certes plus lourd, mais qui, pour le coup, fait des choses que vous pouvez pas faire, vous, à la maison. Oui, alors bizarrement, je m'attendais pas du tout à ce qu'on me propose une FIV. Je m'attendais à ce qu'on me propose une insémination. Donc, en fait, dans ma tête, j'étais pas prête à la FIV. Et du coup, je suis ressortie en pleurs. Du truc, alors que voilà, c'est quelque chose qui entre guillemets nous pend au nez, mais c'est vrai que je m'attendais vraiment pas du tout à ce qu'elle me dise ça. Je suis ressortie du coup en panique, stressée, oui, en pleurs, mais d'un autre côté je me suis dit bon, là au moins effectivement il va y avoir des actions de mise en place et il n'y a vraiment pas de raison que ça fonctionne pas, quoi. Parce que est-ce que tu peux expliquer avec tes mots la différence entre une insémination et une FIV pour les personnes qui ne connaîtraient pas forcément ces deux termes? Une insémination, il va y avoir un recueil au niveau des spermatozoïdes de monsieur qui vont être triés un petit peu en laboratoire et qui vont être réinjectés en fait grâce à l'aide d'une seringue, d'un cathéter, etc. directement dans l'utérus. Tandis qu'une fécondation in vitro, on vient carrément mettre un petit embryon, donc c'est déjà une procédure qui est quand même beaucoup plus avancée. Enfin, je vais pas dire qu'on parle d'un petit bébé, mais je veux dire on parle déjà d'un petit début de quelque chose en fait. On part déjà avec des chances de réussite quand même un peu plus élevées. Et du coup, toi, qu'est-ce qui a changé quand tu as commencé le protocole de FIV contrairement à la stimulation? Qu'est-ce que ça a impliqué réellement dans ton quotidien? Un peu plus de piqûres. Des dosages beaucoup plus conséquents, avec une fatigue pareil, plus compliquée à supporter. En plus, à l'époque, je travaillais en restauration. Donc, ouais, c'était pas évident au niveau des heures de piqûre, etc.
Bon, ça va, je me faisais les piqûres, enfin mon mari les faisait avant de partir au travail. Et après, quand il y avait des injections, par exemple, comme au Vitrel, où il fallait faire à 20h, par exemple, où j'étais carrément sur mon lieu de travail, je faisais bien l'infirmière sur mon lieu de travail. J'avais pas le choix parce que moi j'étais incapable de me piquer, donc il fallait que je fasse appel à quelqu'un, donc c'était un petit peu technique, c'était une organisation un peu particulière. En plus j'avais mon employeur qui était pas de mon côté, on va dire, donc il y a un moment j'en ai eu un petit peu marre, et quand il y a eu un changement de propriétaire, de me prendre dans la tête, mais de toute façon toi t'es une chouchoute, tes repos changent tout le temps, on ne sait pas pourquoi, parce que je faisais passer toutes mes échos pendant mes repos pour vraiment pour aider en fait. C'était pas, voilà, hein, plutôt que de faire fonctionner la loi qui est derrière nous et de nous protéger, je me suis dit non, je vais travailler au maximum, et à mes repos je vais me déplacer pour faire mes échos, parce que c'est vrai que le centre est quand même pas à côté, j'avais 1h30 de route. Donc du coup j'ai dit bon mes cocos, vous voulez jouer à ça, on mettre plein la tête. Donc changement de propriétaire, j'ai fait un courrier à la nouvelle propriétaire et je lui ai clairement dit voilà, je suis en parcours de PMA, la loi est avec moi, j'ai cité les textes de loi, etc. Et voilà, je lui ai dit maintenant voilà, j'en ai marre de m'en prendre plein la tête, et les rendez-vous ce sera comme ça, si je travaille tant pis, tu feras sans moi. Voilà, c'est comme ça et c'est tout. Bon, ça n'a pas plu du tout, hein, parce qu'elle m'a pris entre quatre murs, et elle m'a dit j'espère que ça va pas durer trop longtemps parce que ça va pas le faire. Donc du coup je me suis dit bon, c'est tout, c'est comme ça, et puis j'ai enchaîné mes protocoles, et puis voilà, que ça lui plaise ou pas, c'était comme ça. Donc là, cette première FIV, tu fais les injections avec ton infirmière dans ton lieu de travail. Comment ça évolue? Que donne la ponction, le transfert par la suite, etc. Ça évolue plutôt pas mal. J'ai un odomètre qui est correct, au-delà de 8. J'ai quelques follicules, donc ça se passe super bien. Une anesthésie générale, donc ça déjà, moi, ça me rassure. Personnellement, je n'ai jamais voulu et je ne voulais pas de local de toute façon. Donc la générale, ça me rassurait. On m'endort, je me réveille et c'est parfait. Et donc je demande quand même s'il y a un arrêt de travail, parce que c'est quand même ma première ponction, donc je veux quand même anticiper auprès du boulot que ça gêne pas trop, etc. Non, il n'y a pas besoin, c'est indolore, je loupe que la journée de la ponction, puis c'est tout. Donc voilà, les jours se passent, première ponction de fête, et on arrive à avoir une douzaine d'ovocytes. Donc c'est super, petit bilan à la sortie de la ponction, trop bien, on espère avoir 4 ou 5 J5. Bon, je sais pas trop ce que c'est moi à l'époque, mais je me dis bon ok, de ce que j'avais vu un peu à droite à gauche, donc des embryons à jour 5, ce sont de très bons embryons qui ont quand même de forts potentiels d'accroche. Donc je me dis ouais, c'est vrai que 4 ou 5, vache, franchement trop contente. Et puis donc c'est tout, on m'appelle tous les jours pour me donner un petit peu l'avancement de la chose. Donc on a réussi à avoir sur ces 12 ovocytes, on a réussi à avoir 9 embryons. Donc ouais, du coup c'est plutôt pas mal. Donc on les laisse tranquilles pendant 5 jours. Et au bout de 5 jours, donc on m'appelle pour me donner le nombre de futurs petits bébés potentiellement qu'on peut avoir. Et là c'est un petit peu la douche froide, on m'annonce qu'il n'y en a plus que un. Et qu'en plus de ça, on ne me fait pas que j'aurai pas de transfert, parce que on m'explique pas trop pourquoi. On me dit juste que mes taux sont pas bons, etc. J'ai compris des années plus tard qu'en fin de compte j'étais en hyperstime, et que voilà, c'était pour ça que c'était pas possible. Bon, je me dis c'est tout, mais bon, acharnée comme je suis, moi je veux ce transfert, et je me dis bon, on fait ça le mois prochain. Écoutez, oui, si votre corps est bien, on fait une écho en début de cycle, on voit ce que ça donne, si c'est possible, oui. Et puis en fin de compte, j'aurais mis 3 mois, 3 ou 4 mois je crois, pour avoir le transfert, parce que tous les mois il y avait un problème. L'endomètre était pas bon, après j'avais ovulé trop tôt, après j'ai pas ovulé du tout, donc il a fallu me remettre un peu sous pilule pour me déclencher mes règles, pour avoir un cycle. Donc ouais, ça a été le premier transfert, c'était un vrai bazar. Je me suis dit on va jamais y arriver. Franchement. Et puis au final, j'ai réussi à avoir mon transfert 15 jours avant la fermeture administrative pour Covid. Parce que j'ai fait ma prise de sang, on était confinés depuis quelques jours. Donc voilà, c'était assez périlleux. Et puis voilà, premier échec. Ouais, on y est.
Parce qu'en plus, il faut expliquer pour les gens qui ne le sauraient pas forcément, en France, on a droit à 4 FIV. On compte le processus de FIV, en tout cas complet, quand il n'y a plus d'embryon. Donc en soi, là, c'était ta première FIV et c'était finalement le seul embryon que tu as eu. Donc pour passer à la seconde FIV, il fallait que tu refasses à nouveau tout le processus de stimulation, de ponction, etc. Et ce serait du coup ta seconde FIV, alors que si tu avais eu plusieurs embryons, vous serez resté dans la même première FIV et ça aurait été le deuxième transfert par exemple. Donc j'imagine que ça a été la difficulté d'accepter que ça n'ait pas fonctionné et de tout ce que ça impliquait aussi pour la suite. Comment tu l'as vécu toi du coup cette annonce que ça n'avait malheureusement pas pris? Est-ce que tu t'en doutais? Est-ce que c'était la douche froide? Je m'en doutais, on va dire oui et non, mais disons qu'on avait tellement eu du mal à avoir ce transfert que déjà c'était compliqué de se dire bon allez c'est la bonne, surtout que c'était vraiment la première fois, donc c'était encore un peu l'inconnu, c'était un petit peu tout ça. Et puis on s'est dit bon ben c'est tout, on verra bien ce que ça va donner du coup par la suite. Bon c'est vrai qu'en pleine période Covid, on savait pas du tout où on allait, comment ça allait se passer, etc. Donc on a dit bon c'est tout, on verra bien. On a profité du Covid pour se retrouver du coup un petit peu comme tout le monde, tous les deux, etc. Et on a dit bon on verra bien ce que ça va donner. Et en fin de compte, les FIV qui ont suivi ont été encore plus catastrophiques, j'ai envie de dire. Ça a rendu quoi finalement les FIV qui ont suivi du coup? J'ai réussi à refaire une deuxième FIV en août 2020. Où cette fois, en ayant discuté avec le gynécologue qui au début était ferme, hein, chez nous dans notre centre, on fait que du J5, on fait que ça, etc. Où là, clairement, il me dit, bon, en vue de votre première FIV, on va tenter peut-être du J2 ou du J3, bon, un stade moins avancé, mais on va quand même essayer. Et je crois qu'on va tout de suite proposer un transfert avec plusieurs embryons. Je me suis dit ok ça va. Et puis au final donc je fais ma FIV, tout se passe bien, stimulation, ovulation, ponction, et là on m'appelle déjà à J1. Et là clairement on me dit la qualité ça va pas. Bon, je suis censée avoir un transfert demain ou après-demain. Comment vous dire que déjà ça me plaît pas, donc je me suis dit ok c'est tout, donc demain on fait déjà pas le transfert demain et on voit ce que ça donne. On va avancer au jour le jour. Le lendemain, il me rappelle, la qualité, ça va toujours pas. Bon, ok. Je dis écoutez, on fait toujours rien, vous me rappelez demain. Il me rappelle à J3, la qualité, ça ne va pas. J'ai dit ok, on arrête tout, on ne transfère rien, vous laissez tout pousser à J5. Et c'est horrible ce que je vais dire, mais j'espérais que j'allais tout perdre. Parce que faire une FIV et avoir un transfert, psychologiquement, c'est dur physiquement. Psychologiquement, c'est compliqué. Parce qu'on se dit, en fait, on subit tout le traitement qui est assez lourd pour avoir au final une seule chance. Tandis que quand on en a plusieurs, on se dit, bon, ok, on a plusieurs mois pour encaisser les choses, pour essayer. Tandis que là, c'est vraiment un gros protocole pour une seule tentative et enfin, c'est chaud. Donc c'est tout, il me rappelle à J5 et j'ai tout perdu. Donc dans notre malheur, j'étais quand même contente et je me suis dit au moins c'est une FIV qui ne compte pas. Étant donné qu'il n'y a pas de transfert, il n'y a pas d'embryon, et voilà, j'ai subi, oui, mais au moins j'ai pas perdu une chance parce que 4 chances en France, c'est pas beaucoup, c'est des chances qui sont très précieuses, donc c'était très bien. Et donc après, on a réenchaîné quelques mois plus tard une troisième FIV où on était parti sur le même protocole, où on a dit bon, on va retenter encore une fois 2 embryons AJ2 ou AJ3 suivant un petit peu comment tout ça se passe. Donc j'ai réussi, cette fois-ci j'ai réussi à avoir un transfert, mais j'en ai eu que un parce que je n'ai obtenu que à chaque fois 2-3 embryons, donc à chaque fois en fait mes chances sont parties en un seul transfert, donc FIV 3, un transfert de 2 embryons à J3. Là, je me suis dit, je suis enceinte. Un transfert avec 2 embryons, dans ma tête, c'est bon. Il n'y avait aucune chance que je ne sois pas enceinte. Je suis tombée de haut. Franchement, là, j'avoue que j'ai fait ma prise de sang, j'étais anéantie. J'étais anéantie parce que c'est vrai que souvent, on voit que ça fonctionne. Et moi, pas du tout, pas l'ombre d'une accroche, rien. Je me suis dit, oh là là. Et là, j'ai commencé à me dire, on va pas y arriver.
Là, je me suis dit, ça pue. Il y a quelque chose, ça pue. Et du coup, avant de faire notre 4e FIV, j'ai demandé à faire le protocole de la matrice lab. C'est un prélèvement en fait de l'endomètre où on va analyser la réceptivité en fait de celui-ci au moment de l'implantation. Voilà, savoir un peu ce qui se passe, est-ce qu'il comprend ce qui se passe, est-ce qu'il comprend pas ce qui se passe, est-ce qu'il est trop fin, trop épais. Donc eux ils appellent ça sous-activité immunitaire ou suractivité immunitaire. Et il y en a même un 3e qui s'appelle le profil mixte, qui est vraiment entre les deux. Bon, c'est pareil, hein, j'ai eu du mal à le faire parce que mon endomètre n'était pas très... Sur cycle très peu stimulé, mon endomètre est pas très coopératif. Donc du coup c'était compliqué de l'avoir à la bonne taille, donc j'ai dû faire 2 tentatives avant de pouvoir faire l'examen. Et au final on s'est rendu compte que j'étais en sous-activité immunitaire. Bon, en soi c'était rien de bien méchant, enfin en tout cas pour le protocole à suivre, contrairement à une personne qui va être en profil mixte ou suractivité immunitaire, c'était vraiment quelques piqûres en plus d'Ovitrel après le transfert, donc pour aider l'endomètre à lui faire comprendre que, bah tu vois, là, il y a un petit quelque chose qui va venir, il faut que tu le prennes, en fait. C'était vraiment pour l'aider. Donc c'est tout, donc on refait une FIV, et on part toujours sur le même protocole, en se disant on va transférer 2 embryons, toujours du J2 ou du J3, et puis on va mettre ce protocole-là en place. La FIV se passe super bien et donc j'ai mon premier transfert, donc j'ai 2 embryons de transférés à J2 avec le protocole Matrice Lab. Échec, pas l'ombre d'une accroche, encore. Donc c'est tout, bon je rebondis, ok on a eu un échec, j'ai mes règles, j'enquille tout de suite avec mon transfert, enfin il nous restait du coup un embryon à J3, donc je me dis allez c'est tout, là on a 2 essais sur cette FIV là, on y va, on fonce, on lâche rien, et peut-être que le corps justement a enchaîné comme ça, peut-être que du coup ça va l'aider à être un peu plus réactif. Donc on fait le transfert de notre J3, échec, je disais pas possible. Là, je me suis dit, ça ne fonctionnera jamais. Je me suis dit, il y a un problème. Il faut faire quelque chose parce qu'on tourne en rond, en fait. On tourne en rond, on n'arrive pas à avoir d'embryon. À chaque fois, il ponctionne 3-4 ovocytes. On arrive à avoir 2-3 embryons maximum. Donc, ça ne fait qu'un transfert. C'est pas possible, en fait. Je ne peux pas continuer comme ça. Donc, je décide de voir mon gynécologue. On fait un petit peu le point tous les deux. Et je lui dis que clairement, je vais aussi me renseigner à l'étranger. Parce que là, clairement, il me reste une seule tentative. Donc, puis vu tout ce qui s'est passé, moi j'ai vraiment des doutes. Donc, il regarde un petit peu mon dossier et là, j'apprends que, en fin de compte, depuis le début, depuis ma première FIV, on me transfère que des embryons de mauvaise qualité. Bon, c'est gentil de me, désolé du terme, mais de me transférer de la merde. Donc c'est tout, je décide de me renseigner, je prends contact avec une clinique en Espagne et je décide d'aller, alors moi je suis très proche de la Belgique, donc je me dis je vais aller me renseigner à l'UZ Bruxelles. Très très bon centre, j'ai quelques amis qui ont été suivis là-bas où ça aboutit quasiment tout de suite en grossesse, donc je me suis dit, on va aller se renseigner. Moi, je dis au gynécologue, là, on fait plus rien, on arrête, on programme rien du tout, vous me laissez tranquille, et voilà. En fin de compte, on a été à ce rendez-vous à l'UZ Bruxelles, donc l'année dernière, il y a 1 an, au mois de mai. Et, comment dire, mais c'est qu'ils sont bornés, ces Belges, hein. Si vous m'écoutez, je suis désolée, mais franchement, qu'est-ce qu'ils sont têtus. Et donc c'est tout, on fait la première consultation, alors moi avec mon dossier PMA de 150 pages bien évidemment, elle regarde un petit peu mon dossier et puis c'est vrai qu'entre deux j'avais vu une généticienne de mon propre chef parce que mon gynécologue ne voulait pas, donc j'avais fait énormément déjà de tests génétiques, etc. Enfin c'est vrai que j'avais vraiment un très gros dossier, mais tout était bon. C'est ça qui est incroyable en fait, c'est que tout est ok, tous les feux sont verts et ça marche pas et on comprend pas et personne ne comprend. J'ai beau aller voir n'importe qui, personne n'a de réponse, personne n'a de solution. Elle m'explique que chez eux, c'est que du J5, forcément. Bon, je me dis ok, c'est tout. Je vois l'infirmière. L'infirmière part sur le même protocole qu'en France, donc vraiment tout pareil, il n'y a pas de surprise. Là où je suis surprise, c'est plus dans la qualité de prise en charge. C'est-à-dire qu'à l'UZ,
on voit 2 personnes. Dans un premier temps, on va voir un gynécologue qui va regarder notre dossier et qui va nous dire si on a besoin, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, mais d'un DPNI ou d'une technique particulière, etc. Bon, nous, tous les feux étaient ouverts, donc c'était OK. Et ensuite, on voit une infirmière et en fait, l'infirmière nous explique le traitement. Mais elle nous explique vraiment bien le traitement. C'est-à-dire que vous avez vos règles, si c'est avant midi, on est à J0, et si vous avez vos règles après midi, c'est J1. Enfin voilà, elle explique vraiment en détail. Elle explique que J1, c'est vraiment du coup le jour des règles, que les injections, ça se fait entre telle heure et telle heure. On a un tableau, j'ai un grand tableau de suivi où c'est réécrit de toute façon gonal, orgalutran, tel jour, à telle heure, enfin entre telle heure et telle heure, enfin vraiment on ne peut pas se tromper. Et en plus de ça, le suivi se fait par l'équipe du monitoring qui nous appelle en fait le jour où on fait nos échographies et nos prises de sang pour nous dire écoutez aujourd'hui vous faites ça avec tel dosage etc. si jamais il y a besoin d'ajuster. Donc franchement un truc hyper carré, franchement... Donc je faisais prise de sang, échographie en France, je leur faxais tout avant 13h et eux me rappelaient avant 20h pour me dire voilà quoi faire. Bon, avec mon mari, franchement, la décision elle a été très vite prise et le jour même, de toute façon, on était à l'UZ, elle nous a demandé quand est-ce qu'on voulait programmer une FIV et si on voulait aller chez eux. Franchement, on n'a pas eu besoin de réfléchir, hein. On a dit ok, on vient chez vous. Oui, donc là, il vous restait une tentative en France, mais vous avez fait le choix de partir à l'étranger, avec tous les coûts que ça pouvait impliquer, parce que vous n'étiez en fait plus en accord avec l'équipe qui vous suivait, c'est ça ? C'est ça, en France, on tournait en rond, mon gynécologue était un petit peu borné, il voulait rien savoir. Voilà, j'avais l'impression qu'il avait lâché l'affaire et puis il y avait des petites remarques du style, bah vous savez, on transfère pour transférer. Bah non, en fait, moi j'ai envie d'avoir un enfant, j'ai pas envie de perdre de temps. J'ai pas envie de subir ça alors que vous n'y croyez pas. Donc la confiance, elle était plus là, entre guillemets. Donc je pense que quand on n'a plus confiance, ça sert à rien en fait de continuer avec ces personnes-là. Donc oui, on a décidé de partir à l'étranger. Alors ça a un coût. Alors là encore une fois, c'est assez délicat parce qu'en fait j'ai la double nationalité. J'ai la nationalité française et j'ai la nationalité belge. Donc j'ai la double couverture sociale. Donc mon devis, c'est pas un devis d'une personne française classique. J'ai quand même une énorme prise en charge par la sécurité sociale belge. Voilà, mais sinon c'est vrai que ce sont des devis assez conséquents, donc on me demande régulièrement du coup les prix. Bon, il n'y a pas de tabou là-dessus, donc nous, une FIV normale avec nos gamètes, aucun souci particulier, pas de DPNI ou voilà ce genre de choses, on était sur un devis à peu près 4 800 €. Bon, nous, il était un petit peu plus gros, il était à 5 300 parce que j'ai demandé une anesthésie générale. Ça, j'avais dit, s'il n'y a pas d'anesthésie générale, les gars, je me casse. J'avais dit, vous me connaissez pas, si jamais vous me faites une locale, j'arrive, j'ai mal, je m'en fiche qu'il y ait eu déclenchement ou pas, je serre les cuisses et je m'en vais. Je les avais prévenus. C'était ma seule condition, donc voilà, c'était accepté. Et donc voilà, elle nous demande quand est-ce qu'on veut commencer. Et on était au mois de mai, donc c'était le 27 mai notre rendez-vous. Et nous voilà, on voulait du temps pour nous, on n'avait pas envie de foncer encore la tête dans le guidon. On s'est dit non, mais là il est temps de prendre un peu de temps pour nous. Et on avait prévu notre lune de miel début octobre, donc on a dit on verra ça après. On sera reposé mentalement, physiquement, on sera bien. Et on fera ça après. Donc, mais moi, le planning, il n'est pas ouvert, effectivement, vous prenez votre temps. Donc, elle a réussi à me caler une date fin octobre. Donc, voilà, c'était cool. Du coup, on savait quoi faire. Puis, il n'y avait plus cette pression de comment ça va. Enfin, il n'y avait plus cette pression. Oui et non, parce qu'il y a quand même cette pression parce qu'on se dit, bon, on va dans un autre centre, donc ce sont des autres personnes, on ne connaît pas l'établissement, on ne connaît pas leur habitude, on arrive quand même dans un milieu qu'on ne connaît pas, mais après, point de vue protocole, en soi, c'était tout pareil, quasiment tout pareil qu'en France, quoi. Donc du coup, c'était vraiment nos pressions, quoi. Donc voilà, on est arrivé fin octobre, mes règles arrivent, youpi youpa. Hop, on commence le protocole, je fais mes contrôles, mes prises de sang, on fait la ponction et j'étais contente, j'avais réussi à avoir beaucoup de follicules, j'en avais eu 11 je crois.
Je me suis dit, ouais, on n'a pas eu ça depuis 2019, mais je me suis dit, c'est bon, je suis dans un centre qui a un labo de dingue et tout, donc je me suis dit, ouais, c'est bon, franchement, ça va le faire. Et donc, on a réussi à avoir 9 ovocytes, enfin 9 embryons, pardon, je dis des bêtises, 9 embryons, encore une fois, sauf qu'à l'UZ, c'est un peu différent par rapport au centre où j'étais en France, c'est-à-dire qu'on fait la ponction, on nous dit le nombre de ponctionnés, et après, on nous laisse sans information. Donc, on s'est pointé à J5, tout content. Alors franchement, moi j'étais hyper confiante parce que voilà, pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Donc je me suis dit, ouais, trop bien. Franchement, on était super heureux. Et je m'installe. Et donc, je lui dis combien il y en a. Et là, elle me dit, sur 9 embryons, on a eu un J5 qu'on vous transfère aujourd'hui. Et qualité pas top. Waouh! Là, je me suis pris une claque de l'espace. Je me suis dit, mais waouh! Alors, on n'avait pas été préparés. On m'a annoncé ça clairement. J'étais les 4 pattes en l'air, à 2 doigts de recevoir mon embryon qui était pas top. J'ai pas du tout profité de ce transfert. C'était pas du tout un bon moment. J'étais pas du tout dans de bonnes conditions. On est reparti avec mon mari, on était très déçus. Et l'espoir était pas trop là. Enfin, disons que notre état est un petit peu mitigé parce qu'on se disait qu'on était quand même dans un très bon centre, qu'on avait réussi à avoir un J5 et que oui, les J5, on le répétera jamais assez, ils sont bons, mais voilà, au final, on avait les mêmes résultats qu'en France en fait. Et là, je me suis dit, on n'y arrivera pas, c'est pas possible. Donc c'est tout, je fais ma prise de sang, paf, négatif. Bon. C'est tout, c'est comme ça. Le sort s'acharne. J'ai un rendez-vous avec ma gynécologue qui commence à me parler du don. On m'en avait encore jamais parlé clairement en tout cas jusqu'à présent, sauf que là elle me dit comprenez bien, vous avez fait 5 fécondations in vitro, vous avez quand même déjà eu pas mal de transferts, donc même eux en fait ils comprennent pas. Elle m'a expliqué que les ovocytes tout seuls ils sont nickel. Le sperme tout seul, il est nickel. Et en fait, les deux réunis, ça ne va pas. Donc, elle m'a dit, il y a quelque chose, quoi, impossible à dire, mais il y a quelque chose chez l'un, chez l'autre, qui fait qu'en fait, ça détruit, entre guillemets, l'embryon et ça fait quelque chose de pas beau. Ok, bon, c'est tout, oui. Et on se rappelle 2 mois après, c'était au mois de janvier, voilà, on se rappelle au mois de janvier, on décide de faire une dernière tentative, elle me dit par contre ce sera la dernière. Après il faudra penser au don, elle ne sait pas me dire si ce sera un don d'ovocytes, un don de sperme ou un double don, parce que ils ne savent pas, ils ne voient pas, donc pour l'instant c'est vraiment un mystère. Par contre, ce qu'elle me propose, c'est de faire une technique de fécondation qui est très particulière, qui ne se fait pas du tout en France et qui est en test à l'UZ Bruxelles. Donc c'est la fécondation par microfluidique. En fait, il n'y a pas de préparation de sperme. En France, quand on fait une FIV, le sperme, il passe dans une centrifugeuse, etc. Enfin, ils font une préparation avant d'aller inséminer cet ovocyte. Et là, pas du tout. Le sperme, il reste tel quel. Et en fait, les spermatozoïdes, ils vont passer dans un canal. Ça imite les conditions naturelles de chez la femme. Et en fait, à la fin de ce petit parcours, si on peut appeler ça comme ça, il y a comme des petites barrières et chaque fois qu'il y a un spermatozoïde qui passe, du coup ça le récupère et ce sont des petits champions en fait. C'est comme ça qu'ils sélectionnent du coup les spermatozoïdes, les meilleurs, et ensuite ils font une fécondation avec la méthode ICSI, quoi. Ils prennent le spermatozoïde et paf, ils viennent le mettre dans l'embryon, donc dans l'ovocyte, pardon. Donc c'est vrai que cette technique-là, apparemment, ça donnerait de beaux embryons, etc. Enfin, c'est en test, donc voilà, c'est vrai que j'ai pas trop d'infos à l'époque. Je me dis, bon, ok, c'est tout. Après, elle me dit que si jamais il y a moins de 5 ovocytes à la ponction, là, pour le coup, on essaiera de transférer un embryon au jour 3. Ah, déjà là, ça change, hein. On était sur du J5 ferme, on est passé sur du J3. Et puis du coup, je lui glisse... Et 2 embryons, c'est possible. Qui ne tente à rien, j'ai envie de dire. Et elle me dit oui. Elle me dit oui, je veux bien qu'on essaye, parce que c'était vraiment la dernière. Donc elle me dit ok, on essaye. On part sur 2 J3. J'étais contente, je me suis dit bon ok, ça va. Mais pour l'instant, voilà, sans plus. Donc on reprogramme une FIV. J'avoue, je l'ai programmée un peu, je vais pas dire à l'arrache, mais
Dans ma tête, j'avais un petit peu envie d'en finir, si je puis dire. Parce que on était au bout et que j'avais plus envie d'attendre, j'avais envie de savoir, j'avais envie d'avancer dans ma vie. Même si, je le dis très souvent, ma vie, elle tourne pas autour de la PMA. J'avais envie d'avoir d'autres projets, j'avais envie d'avancer, j'avais envie de me concentrer sur autre chose, de passer à autre chose. Donc je calcule un petit peu, parce qu'en plus mon mari est pas à la maison, il est en déplacement. Du coup, on reprogramme une FIV sur le cycle du mois de mars, par rapport à nos vacances, quand monsieur est là, etc. Donc c'est tout, la stimulation se passe, alors je vais dire bien. Non, en vrai, elle se passe pas bien. En vrai, cette FIV-là, c'était une FIV de merde. C'est déjà je fais ma prise de sang à J1 parce que je pouvais pas la faire à J2, c'était un samedi. Je la fais à J1 et là l'USAID m'appelle prise de sang pas bonne. Ma prise de sang est pas bonne. Qu'est-ce que vous me dites? C'est bien la première fois que ça arrive ça. Mais qu'est-ce qui se passe encore? J'avais mon taux de progestérone qui était trop élevé. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais rien du tout. Mais voilà, donc j'ai commencé déjà avec des injections d'organutrant pendant 3 jours. Je me suis dit, ouais, ça commence bien. Hein. Commencer avec organutrant, parce qu'elle est costaud celle-là. Donc je me suis dit, ouais, je suis mal. Je suis trop mal. J'ai refait une prise de sang à J4. Et là, feu vert, ok, votre taux est bon, on commence la FIV. Ok, c'est bon, on fait la FIV et tout. Je fais mon premier contrôle échographique, prise de sang vers J10, un truc comme ça, J10, J12. Et là, on voit qu'il y a 6 ovocytes. Je me dis, ok, donc ça va pas être une FIV de dingue. Et ils étaient pas tout, il y en a qui étaient trop matures, d'autres qui étaient pas du tout matures. Enfin franchement, ça n'allait pas du tout, j'étais pas du tout confiante. Après, il faut dire que psychologiquement, j'étais pas non plus en mode pensée positive. Hein. Vraiment pas du tout. La dernière, c'est très compliqué dans mon cas, dans notre cas en tout cas, à vivre. J'étais pas du tout dans ça va marcher. Et non, pas du tout. Pour moi, de toute façon, c'était mort. Tout ce que je voulais, c'était en finir. Et qu'on n'en parle plus, que j'ai au moins la fierté, entre guillemets, de dire, voilà, je suis allée au bout et ça ne veut pas, c'est tout, c'est comme ça. Et donc, on fait la ponction. Et là, la ponction, on m'annonce qu'il y a 4 ovocytes. Mais quelle surprise! Bon, c'est tout, c'est comme ça. Donc, j'insiste bien. Bon, on se revoit bien au jour 3 et on transfère bien 2 embryons. Oui, madame. Je repars chez moi. On se pointe tous les deux au jour 3. Et là, je commence à m'installer, tout ça. Tout de suite, je repose mes questions. 2 embryons, hein, c'est ça. Oui. La qualité, s'il vous plaît, la qualité. Et là, pour la première fois, en 6 FIV, la personne me dit, ils sont d'une qualité exceptionnelle. Franchement, la meilleure qualité, la plus haute qualité possible. Et là, on s'en souviendra toute notre vie. On s'est regardé avec mon mari et on s'est dit, on va avoir des jumeaux. On s'est dit, on a des jumeaux. Même si on n'était pas hyper positif de base, le fait de nous avoir annoncé ça, on s'est dit, ouais, les deux, ils vont s'accrocher en fait. Et donc c'est tout. Et puis j'apprends aussi en même temps qu'en fin de compte, la personne qui a titré au transfert ne me fait pas mon transfert et qu'ils attendent en fait un gynécologue senior, ils appellent ça. Donc un gynécologue qui a beaucoup plus l'habitude d'en faire. Et voilà, ils veulent que ce soit quelqu'un d'hyper calé, qui a beaucoup plus l'habitude, etc. pour encore maximiser nos chances. Parce que, après voilà, c'est une question de croyance, hein, je pense. Mais voilà, donc le transfert se passe super bien. Le monsieur qui me fait le transfert, c'est celui qui m'avait fait la ponction et tout. Donc du coup, impeccable. Puis voilà, on repart normal en se disant à chaque fois, en fait, c'est la dernière piqûre. C'est la dernière stimulation, c'est la dernière ponction. Bon, pas le dernier transfert, parce que si on part en don, il y en aura encore, mais en soi, voilà, c'était vraiment le dernier à chaque fois de quelque chose. Puis c'est tout, franchement, les jours, ils passent, et voilà, je décide de me mettre à l'arrêt une semaine, histoire voilà, d'être tranquille après la ponction, après le transfert, voilà, je reprends le travail... Tout se passe bien, franchement, voilà. Et alors, faut savoir que j'ai même jamais eu de symptômes dus à la progestérone, etc. Il y a juste une petite chose, et ça me le fait absolument tous mes transferts. Après le transfert, j'ai toujours la poitrine très gonflée et qui me fait très mal.
Et arrivé au moment où l'embryon est censé s'accrocher, en fait, le mal que j'ai à la poitrine disparaît. Et là, ça m'a fait pareil. Et là, je me suis dit, bah, c'est mort. Pourtant, j'y ai cru quand même un peu. Au fond de moi, j'y ai cru parce que je me souviens, j'allais à droite, j'allais à gauche, puis je me disais, ah, je me balade et je suis enceinte. Donc voilà. Puis j'ai une copine qui me fait les cartes, le pendule, tout ça, et qui me dit, mais qu'est-ce que tu me racontes, Marine? Moi, je te dis que t'es enceinte. Et je m'énerve, hein. Si elle écoute le podcast, elle va rigoler parce que je me suis fâchée, hein. Je me suis dit, arrête, je te dis que je suis pas enceinte. Donc c'est tout, les jours passent, je devais faire ma prise. Alors c'est pareil pour la prise de sang. Là, elle était prévue le vendredi 15 avril. Et je la fais toujours une journée à l'avance. Toujours. Donc je me suis dit, on part sur le jeudi 13 avril. Et normalement, je fais toujours un test de grossesse la veille. Ça me prépare en fait psychologiquement. Je sais que c'est mort, je vais faire la prise de sang. Puis le cabinet infirmière qui me suit, bah, ils me suivent depuis le début. Donc voilà, donc comme ça, moi, ça me permet de préparer le terrain, de me préparer moi. Sauf que là, c'est la dernière FIV et je ne fais pas un test le mercredi, je fais un test le mardi. Je me dis, bon, je vais le faire. Je ne sais même pas, je sais pas pourquoi ça m'est passé par la tête, mais est-ce que j'en avais marre en fait. Je savais que c'était négatif et j'étais pas bien en fait depuis 2-3 jours et je voulais savoir, je pouvais plus attendre, c'était comme ça et voilà. Je fais mon test, je fais pipi, machin, tout, je le pose sur mes toilettes, je fais ma vie. Et puis c'est tout, puis j'ai ma copine qui attend impatiemment que je lui dise que le test il est positif à 6h du matin. Et puis moi, toute saoulée, franchement, j'ai pas filmé, mais il aurait fallu. Toute saoulée, je vais dans mes toilettes, je prends le test en mode allez, vas-y, on n'en parle plus. Et là, je vois une barre. Je vois une fucking barre. Mais toute légère. Mais je refuse encore d'y croire. Non, mais je dis, enfin, je pleure quand même. Je pleure. Il y a une barre, qu'est-ce qui se passe? J'ai jamais vu ça de ma vie. Jamais, jamais, jamais. Donc, c'est le bordel, en fait, dans ma tête, je comprends pas. Et je refuse. Et je me dis, c'est une grossesse biochimique. Je vois que ça, en fait. Je vois que ça. Pour moi, c'est ça. Je refais un test le lendemain. Il y a une barre. Mais elle a pas foncé. C'est une grossesse biochimique. C'est ça, c'est obligé, c'est ça. J'en parle pas du tout à mon mari. Mon mari me dit, ah, c'est demain la prise de sang. Oui, t'as fait un test. Non, je lui dis, je n'ai pas fait de test. Puis là, il me dit, bah, jure-moi-le. Puis il sait bien que je suis quelqu'un de réglo. Je lui dis, non, je jurerai pas. Donc, il me dit, bah, t'as fait un test. Bah, je te dis que non. Puis je lui dis, allez, dors, on verra ça demain. Mais je l'avais préparé déjà, ça faisait 2-3 jours où vraiment, je lui disais, hein, c'est mort, en fait, on va aller en don, ça n'a pas marché. Et le lendemain, bah, avant la prise de sang, je refais un test de grossesse et là, il a un petit peu foncé par contre. Et là, je commence à me dire, bah c'est bon en fait. Bon, je ne sais pas comment ça va évoluer, mais en tout cas, là, aujourd'hui, je suis enceinte, quoi. What? Donc je vais vers ma prise de sang, tout ça. Je reçois mon taux le soir. 248. Oh, c'est irréel. Je me dis c'est pas possible. Du coup, j'ai imprimé la feuille. J'ai attendu que mon mari rentre. Mon mari me dit alors. Ben, je lui dis écoute, je ne te dis rien. Je lui dis j'ai préparé le papier de la prise de sang et je te laisse regarder. Et là, c'est marrant. Alors, on se rend pas du tout compte sur la vidéo, mais en fait, du coup, il prend la feuille, il l'ouvre, et c'est vrai qu'il a jamais regardé des résultats de prise de sang. Donc, c'est vrai que le pauvre, il s'est retrouvé avec des chiffres de partout, et en fait, il comprenait pas du tout. Il s'attendait à avoir, en gros, mot pour mot, écrit enceinte ou pas enceinte. Et il comprend pas. Et puis moi, je commence à pleurer. Parce que j'en peux plus, je veux qu'il voie, j'en peux plus. Donc je lui montre en fait avec mon doigt, je lui montre le taux, je lui montre 246 et je lui montre le tableau en dessous pour vraiment lui montrer, regarde là le numéro et regarde. Et là il se décompose, il me regarde, il me dit ça a marché? Bah ouais, c'est ouf. Franchement c'est une histoire de dingue. Bon après
j'ai quand même été dans le déni parce que je ne savais pas si la prise de sang était évolutive, donc j'avais dit on se calme, hein, oui c'est positif, mais voilà, il y a rien de fait, on voit tellement de choses, moi j'ai vu tellement de choses auprès des filles avec qui je parle tous les jours, des podcasts que j'écoute, que c'est vrai qu'il se passe tellement de choses que c'est compliqué quand même de se projeter. Donc on avait dit on y va un jour après l'autre, une prise de sang après l'autre. Les prises de sang passent, les prises de sang sont évolutives. Les taux sont très bons, ça double, ça triple, enfin nickel, franchement impeccable. Et puis c'est tout, et puis les soucis ont vite commencé. J'ai été prise une semaine, 10 jours après ma prise de sang de colique néphrétique. Au bout de 4-5 heures de crise, je vais aux urgences après mon travail, urgence gynéco, parce que vu que je suis enceinte, on ne sait pas ce qui se passe. Et là, ça a été le début de tout, je crois, très, très compliqué. J'ai été suivie que par des internes. Et je leur en veux pas du tout, hein. Attention, vraiment. C'est pas du tout de leur faute. C'est un manque... tout ce qui s'est passé, c'est un manque d'information, un manque de formation. Après... la PMA, c'est vraiment particulier, c'est un domaine, c'est vraiment autre chose. C'est un monde différent, si je puis dire. D'avoir un cas PMA, je peux comprendre que les petites nénettes, elles soient perdues, en fait. Enfin, c'est tout à fait normal. Bref, en tout cas, c'est pas grave. Donc, je vais aux urgences, elle me fait mon échographie. J'étais très, 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 très tôt, hein, du coup, donc on voyait pas forcément grand-chose. Mais en tout cas, on voyait que le sac était au bon endroit. Donc déjà, ça c'était déjà un énorme soulagement. Et je lui demande si elle voit quelque chose dans ce sac. Si on voit la petite vésicule, si on voit un petit point, si... Voilà. Et en fait, je pose la question une fois, elle me répond pas. Je pose la question une deuxième fois, elle me répond « je sais pas ». Je pose la question une troisième fois, elle me répond « je ne vois pas ». Moi, je m'effondre tout ce que je peux. Là, je pense que mes nerfs, ils ont complètement lâché. Elle commence à me dire « je suis désolée, en fait j'ai pas l'habitude de faire des échographies aussitôt, donc je comprends pas ce que je vois. Je vais aller appeler quelqu'un, je comprends pas. C'est ok. » Elle a été appelée sa charmante collègue. Mon Dieu. Oui, c'est bon. Oui, de toute façon une écho à ce stade-là, on voit rien quoi, enfin... Oui, c'est normal. Ah puis tiens, je vais te montrer du coup. Ah tiens, ça les ovaires, tu vois, ça se voit qu'il y a eu une ponction parce qu'il y a plein d'hématomes, il y a plein de machins. C'est typique des ovaires pré-FIV, comme ça au moins t'auras vu. Ok. Bon écoutez madame, ça sert à rien de revenir. Hein. Si vous avez mal au ventre, ne venez pas. Vous perdez du sang, ne venez pas. Par contre, si vous perdez des caillots de sang madame, vous venez. Hein. On vérifiera que le sac il soit bien parti surtout. Hein. Dans ma tête, je me suis dit... La nana, elle est en train de me parler de fausse couche. Elle est en train de me parler que potentiellement, je peux perdre ça. Alors qu'il n'y a pas lieu en fait. Il n'y a pas lieu parce que tout se passait bien. Alors je n'ai rien dit, je réalisais dans ma tête. Vous avez bien compris madame ce que je vous ai dit. Oui. oui, j'ai compris. Et je crois qu'elle insistait plus, je pense que j'aurais vrillé, je pense que je lui aurais dit quelque chose. Je sais pas ce qui s'est passé. Peut-être que cette personne a cru que je venais aux urgences parce que je voulais pas attendre mon écho qui était 2 jours après. Je ne sais pas, mais en tout cas, elle m'a gentiment dit qu'elle m'enlevait du service de PMA et que maintenant j'allais être suivie par des internes. Parce qu'aujourd'hui, j'étais venue en urgence gynécologique. Mais je lui ai expliqué que c'était un protocole qui avait été fait à l'étranger et qu'actuellement, même si j'étais suivie dans un centre PMA français, c'est quand même la Belgique qui donnait les directives. Donc voilà, elle n'a rien voulu savoir, c'est comme ça, pas autrement. Bon, c'est tout, moi un peu sous le choc, de toute façon j'ai laissé faire un peu les choses. Je partais en vacances 4 jours après, et je lui dis, écoutez, du coup, en vue des douleurs, tout ça que j'ai, puis je perdais quand même un peu de sang, est-ce que c'est judicieux de prendre la route? J'ai quand même 10 heures de route aller, 10 heures de route de retour, ça fait un peu beaucoup de route. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant que gynécologue, en tant que personnel médical? Responsabilisez-vous, madame. Voilà ce qu'on m'a répondu. Je suis ressortie, j'ai pleuré pendant 1h30 dans ma voiture. Après tout ce que t'avais vécu, c'est bon quoi. T'avais pas besoin de ça. En fait, elle m'a provoqué des traumatismes là où il n'y en avait pas. Parce que je faisais des coliques néphrétiques, on l'a su que le lendemain, parce que le lendemain j'ai eu des crises. Et du coup, j'ai fait constater mon état par le médecin le plus proche,
qui m'a renvoyé du coup aux urgences et effectivement avec en diagnostic du coup colique néphrétique. Mais à croire que je faisais semblant la veille quoi. Donc voilà, le premier rendez-vous c'était vraiment pas ouf. Après je suis partie en vacances etc. Et bon, c'est vrai qu'après le début de grossesse, du coup, un peu compliqué avec les coliques. J'ai eu énormément de nausées. Ça, par contre, autant que j'ai pas vomi ou ce genre de choses, mais j'ai eu des nausées. C'était très compliqué. Mon rapport avec la nourriture était vraiment très, très dur. Et j'avais souvent mal au ventre. Souvent, je perdais du sang quand même. Donc c'est vrai que j'ai passé une semaine de vacances pas très sympathique. Parce que quand on va aux toilettes et qu'à chaque fois on perd du sang, franchement, en plus celle qui me parle de fausse couche, de perdre du sang, non, j'étais en PLS, hein, clairement j'étais en PLS complet. Alors je ne sais pas comment ça se passe ici en France, etc. quand la grossesse elle aboutit, mais en tout cas l'UZ du coup ont exigé une échographie toutes les semaines. Donc je rentre de vacances, j'avais loupé ma semaine d'échographie parce que j'étais en vacances, mais bon c'était le début, c'était pas grave. On va pour faire la deuxième échographie. Encore une fois, une surprise, on se rend compte qu'il y a 2 bébés. Alors sur le coup, on voit une poche, et puis elle jongle, et on se rend compte qu'il y a 2 poches. Et là, dans ma tête, je commence à me dire, il y en a 2. Je suis pas médecin, hein, mais il y en a 2. Et là, je tourne la tête, je regarde les internes, elles étaient 2. C'est quoi la poche à côté de la poche? C'est quoi les 2 poches? En fait, madame, puis elle bégayait et tout. Je crois qu'il y a 2 bébés. Ah mais c'est possible, je réponds en plus. Si c'est possible, on a transféré 2 embryons, donc c'est pas étonnant, oui, c'est possible. On va appeler quelqu'un du coup encore une fois pour vérifier. On appelle une 3e personne. Oui, il y a 2 bébés. Ok. Et à ce stade-là, j'étais à 8 semaines. Alors, j'ai pas entendu le cœur, mais en tout cas, on a vu l'activité cardiaque. La personne qui est arrivée après, très sympathique, m'a expliqué que le petit clignotant qu'on voyait et tout, c'était bien le cœur, etc. Donc, il y avait 2 bébés et il y avait 2 activités cardiaques. Waouh! J'ai pleuré encore. J'ai pleuré. Bon, par contre, j'ai été mise à l'arrêt parce qu'elle voyait une grosse masse qui pensait être un décollement. Il fallait qu'elle en parle à un vrai gynécologue. C'est pas que ce sont des faux, mais il fallait qu'elle voie avec quelqu'un de plus haut placé, savoir si c'était bien un décollement. Mais elle m'a quand même mis à l'arrêt. Donc là, déjà, j'ai eu 10 jours d'arrêt. Et donc, c'est tout. Je repars, mais hyper heureuse, quoi. Enfin, je veux dire, c'est merveilleux, en fait. Et après, avec le décollement, il fallait faire attention. En plus, du coup, j'avais eu très, très mal au ventre. Avec l'écho, ça avait duré longtemps et tout. Donc, c'est tout. J'avais fait un petit papier pour mon mari, parce qu'il savait que j'avais une écho. Et en fait, je l'avais plié en 3. Et comme ça, quand il l'ouvrait, il voyait juste surprise. Et quand il dépliait la feuille, en fait, il y avait 2 petits poussins. Et là, c'est pareil, il se décompose. Mais il me dit, mais c'est pas possible. Alors, on est mélangés, en fait. C'est de la panique, parce qu'on se dit, 2 bébés, on va les mettre où? Et comment on va gérer? Mais on est super contents, parce que on avait déjà fait plusieurs protocoles comme ça, donc on connaissait les risques, mais on était très contents. C'était je peux dire notre but, mais donc c'est tout. Entre deux, l'UZ me dit, vous refaites un contrôle avant de reprendre le travail, parce que moi, à l'hôpital, j'avais demandé un contrôle, on me l'a refusé par contre. On m'a dit non, vous reprenez le boulot, mais je dis oui, mais j'ai un décollement quand même. Enfin, là vous me confirmez en plus qu'il y a un décollement, mais vous voulez pas me contrôler, j'ai quand même un métier qui est physique. En plus, on rentrait dans une période estivale, donc on cumule 2 à 3 emplois avec mon mari, donc c'est pas le moment d'aller faire la dingue. Et j'avais dit, moi, en plus, quand il m'avait dit qu'il y avait 2 bébés, j'ai dit c'est risque 0, hein, je vous préviens tout de suite, les 2 sont là, les 2 je les garde. Hein. Enfin, il n'y a pas de... C'est risque 0, je dois être arrêtée, là vous devez m'arrêter, vous m'arrêtez, c'est pas grave, c'est rien, on s'en fiche, c'est comme ça. Et donc c'est tout, ils ont refusé de me faire un contrôle, mais l'UZ a insisté. Donc du coup, moi j'ai rappelé, entre guillemets, tout ça. On refait un contrôle le 18 mai, une semaine après. Et mon mari vient avec moi, donc je me dis, ouais, trop bien, il va pouvoir avoir les 2 petits bébés et tout, ça va être trop bien. Donc encore une fois, je suis avec les internes. Donc on commence à faire l'échographie, impeccable. C'est impressionnant, mais déjà à 9 semaines, on voit déjà un vrai petit bébé. Enfin, c'est assez incroyable, hein, vraiment. J'ai été estomaquée en fait de l'évolution déjà de la chose.
Hop, échographie, premier bébé, on prend les mesures sont bonnes, le petit cœur est là, tout va bien. Et en fait, le deuxième bébé, déjà la semaine d'avant, il était caché en fait en dessous de l'autre. Donc on avait un peu plus de mal à le voir. Et là, j'avais demandé à ce qu'elle appuie pas trop sur le ventre parce que j'avais vraiment eu très mal la semaine d'avant et j'avais passé des heures un peu pliées en quatre. Donc voilà, elle me dit bon, je suis désolée, je n'arrive pas à... Enfin, on voyait l'autre bébé. Mais elle me dit, j'arrive pas à prendre les mesures, j'arrive pas à tout ça, il faut que j'appuie plus, mais je vais vous faire mal. Donc c'est tout, elle décide d'appeler quelqu'un d'autre pour reprendre le relais en fait. Et puis c'est tout, la personne fait ce qu'elle a à faire et on voit le petit bébé, la personne prend les mesures et tout. Et là, la personne, elle pose la sonde et elle se met en position en bras croisés en mode j'ai une mauvaise nouvelle en fait. Et là, la personne nous dit « Je suis désolée, il n'y a plus d'activité cardiaque sur le deuxième bébé. » Ah bah, on pleure, encore. Et là, je me dis « C'est pas possible. C'est une horreur, en fait, c'est un cauchemar. » Donc voilà, on pleure. J'ai une seule unique question. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qui va se passer ? Parce que là, on est un peu dans une situation délicate. Une situation que je n'avais jamais entendu parler auparavant, même si ce sont des situations qui arrivent, hein, ça j'en doute pas. Et alors on me dit pas clairement que je vais faire une fausse couche, mais on me l'explique. C'est un peu le trou noir, hein. Très honnêtement, je me souviens pas du tout des mots qui ont été dits, de ce qui a été dit, parce que dans ma tête, j'étais vraiment focus mon petit bébé, il est mort en fait. Et je suis restée bloquée là-dessus. On aurait pu me dire n'importe quoi, j'entendais rien. On m'explique que ça va faire très mal, que je vais perdre beaucoup de sang, que je vais perdre beaucoup de caillots de sang, que voilà, ça va être vraiment compliqué. On ne sait pas me dire quand. Forcément, il faut que le corps comprenne que cette petite chose n'a plus à être ici en fait, et il faut que cette petite chose, elle sorte. Mais qu'ils ne peuvent pas toucher parce que le premier bébé va super bien. Je leur demande une autre question, c'est est-ce que je peux venir contrôler une fois la fausse couche faite ? Parce qu'on m'explique quand même que ça a des risques et que ça peut entraîner le premier bébé même s'il va bien. Je demande un contrôle après la fausse couche, on me dit non. Et sachant que ma T1, elle est quasiment 3 semaines, 1 mois plus tard. Donc c'est tout, on repart... On est reparti, de toute façon, on a passé 3 jours, moi, anéanti, même plus que ça. À un moment, je me suis dit, je peux pas rester comme ça, parce qu'en fait, la fausse couche, elle venait pas. J'ai attendu 1 journée, 2 jours, 3 jours, 1 semaine. Et en fait, au bout d'1 semaine, j'ai toujours pas fait de fausse couche. J'ai appelé ma sage-femme, je lui explique un petit peu dans les grandes lignes ce qui s'est passé, et je lui dis, aujourd'hui, je suis pas bien. Aujourd'hui, je ne vais pas bien. Parce que je suis enceinte, parce que peut-être que j'ai un bébé mort, peut-être, parce que peut-être qu'il s'est trompé le monsieur en fait dans son diagnostic au final. Je me suis posé la question et je me suis dit il faut que je voie qu'au moins un bébé va bien parce que là je ne vais pas bien. Et donc du coup ma sage-femme me renvoie vers une autre sage-femme qui fait des échographies. Je connaissais pas du tout son existence. Elle me dit écoutez vous prenez rendez-vous, vous mettez écho de datation sur Doctolib et vous allez au rendez-vous. Moi j'étais un petit peu gênée, je me suis dit bon on verra bien. Après j'expliquerai mon cas que si j'ai fait ça c'est parce que je ne vais pas bien. Et je voulais savoir ce qui se passait. Et donc ça va, j'ai eu un rendez-vous sous 1 semaine. J'étais à 11 semaines et elle me fait l'échographie. Et ça a été 1h30 intense, 1h30 où j'en ai pris plein la gueule, mais dans le bon sens. Alors certes, il s'était pas trompé, le cœur de bébé 2 s'était bien arrêté. Il était toujours là, malheureusement. Il est toujours bien accroché, donc il veut pas partir. Et bébé 1 va super bien. Grossesse compliquée parce que encore aujourd'hui, donc là je suis à 19 semaines, j'ai toujours mes 2 bébés en fait. J'ai le premier qui va super bien, hein, j'ai des échos très régulièrement. Le deuxième bébé qui, je sais pas quel terme employer, je sais pas, il se décompose, il se rétrécit, on voit que maintenant ça ressemble plus à un bébé, on est plus sur une petite crevette, plus sur un petit haricot, plus les jours passent et forcément plus ça se désagrège entre guillemets, c'est horrible ces mots, mais voilà, et en plus j'ai un énorme décollement, on m'a dit qu'il n'y en avait plus, alors qu'en fin de compte si, il est toujours là, il était très gros, il faisait quasiment 6 cm de diamètre. Donc il était aussi gros que le bébé en fait quand j'ai fait l'écho au mois de juin. La gynéco m'a rassurée, m'a quand même dit que
ça devrait aller, que l'hématome, alors même s'il était collé au bébé, on voyait que c'était du vieux sang, etc. Donc il fallait vraiment que je reste tranquille, mais il fallait pas que ça déconne, parce que si l'hématome se mettait à déconner et que je venais à faire ma fausse couche, ça puait vraiment pour bébé qui était là, quoi, en fait. Donc un mois de juin quand même à serrer les fesses. J'ai refait une écho fin juin où l'hématome est toujours là. Ça, elle m'a dit, vous en avez pour toute votre grossesse. Hein. Ça, c'est l'hématome, il est tellement gros que il est là. Et en fait, ce qui se passe, c'est que bébé grossit, bébé prend sa place. Et en fait, il vient plaquer contre les parois à la fois le deuxième bébé et l'hématome. C'est pour ça que ça prend beaucoup de temps. Et l'hématome, il reste là parce qu'en fait, elle m'a expliqué que il essayait d'aller chercher en fait le deuxième bébé pour l'expulser. Parce qu'il a plus besoin d'être là, en fait. Donc voilà, du coup, on en est là aujourd'hui. Donc c'est compliqué, j'ai eu beaucoup de mal à y croire au début, un premier trimestre du coup très compliqué émotionnellement avec tout ce qui s'est passé. Ça va mieux depuis quand même un mois et demi maintenant, depuis que j'ai vu quand même que le bébé il allait bien, il grandissait, qu'on a su son petit secret, qu'il n'y avait pas de souci de trisomie et que voilà, il y a un excellent suivi derrière. Maintenant ça va, mais voilà, la PMA, elle nous marque, ce que je dis dans ma vidéo, elle nous marque, elle nous change, et elle sera là jusqu'au bout, elle sera là jusqu'à l'accouchement et elle sera là même après. C'est ce que je disais à certaines filles, parce que tous les jours on va regarder notre bébé et tous les jours on va se dire merci la PMA, merci la médecine, sans tout ça, ce petit être il serait pas là en fait. Mais c'est pas toujours simple. Un premier trimestre très compliqué. J'ai été quand même bien rassurée, hein. J'ai eu 2 échographies au mois de juin, j'ai vu la sage-femme, donc ça fait quand même 3 contrôles en un mois où j'ai entendu 3 fois le cœur, je l'ai entendu de mes oreilles, donc je sais que ça va, les examens reviennent bons. Là en juillet j'ai vu ma sage-femme il y a 15 jours où on a encore entendu son petit cœur. Je revois bébé lundi, donc voilà, je sais que son petit cœur je vais l'entendre vraiment très régulièrement, donc ça va me faire du bien, mais ouais, c'est quand même compliqué parce que c'est des étapes où à chaque échographie on voit quand même le deuxième bébé, où on le mesure. C'est des choses qui vont nous marquer, mais même par la suite, parce que si ça se trouve, il y a même de grandes chances que ça se passe comme ça, c'est que quand je vais accoucher, le deuxième bébé va partir à ce moment-là. Et après, ça va être des étapes, et je pense que les filles qui ont été dans cette situation, qui ont perdu leur bébé au premier trimestre, je suis sûre qu'elles y pensent. C'est qu'on se dit, là, j'aurais dû accoucher, là, ça aurait dû être, c'est 1 an, etc. Après, on vit avec, et puis, je vais dire, on passe au-dessus. Les mots sont compliqués, vraiment, à trouver, mais... on n'oublie pas, on va vivre avec, on n'oublie pas, ça va être très compliqué, mais voilà, après c'est notre histoire et c'est ce qui va faire notre force. Ouais, c'est des super mots là pour conclure ce témoignage, ça va être notre force. Pour finir, est-ce que tu aurais quelques mots que tu aimerais partager aux femmes qui sont encore, elles, dans le parcours et qui attendent justement d'avoir ce test positif? Qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Qu'elles acceptent leurs émotions, dans le sens où c'est pas parce qu'on va être positif que ça va marcher, c'est pas parce qu'on va être négatif que ça va pas marcher, c'est pas parce que on a fait un peu de sport que ça va merder. Franchement, après chacun ses croyances vraiment, mais faut prendre les choses comme elles viennent. On n'est pas bien, c'est ok, on est bien, c'est ok. Et voilà, et il faut pas hésiter à partager, à échanger, à écouter des podcasts, à en parler à la famille, à des inconnus. Faut s'écouter, voilà, c'est ça, faut s'écouter. On me demande souvent, Marine, faut que je prenne un arrêt ou pas? Fais ce que tu veux en fait. T'as besoin, prends. Personnellement, je suis une acharnée de travail. Me plonger dans le travail, ça me fait du bien. Donc, moi, j'ai envie de te dire non. Mais si toi, t'en ressens le besoin, que t'as envie d'être pépouse chez toi devant Netflix, sous ton plaid, mais fais-le en fait. Fonce. On est toutes différentes, même si il y a 10 000 personnes qui ont de l'endométriose, ça va être 10 endométrioses différentes parce que ce sont des femmes différentes, des corps différents. Tout est différent en fait à chaque fois, donc on ne peut pas dire elle a fait ça, ça va marcher ou machin. Non, on est toutes différentes. J'ai eu la chance où mes 2 embryons d'une qualité exceptionnelle se sont accrochés. Et à côté de ça, j'ai une fille que j'ai suivie qui était à l'UZ, qui a fait 5 FIV. Ces 5 FIV, c'était des embryons de qualité exceptionnelle et ça n'a pas marché tout de suite. Ça a marché au bout peut-être du 8e transfert. Donc pour moi, oui, ok, ça a marché. Pour moi, oui, c'était la bonne solution, mais
je ne suis pas tout le monde et la voisine ne sera pas tout le monde aussi. Encore merci Marine pour ton partage et tes mots. Et à vous qui nous écoutez, je pense très fort à vous et je vous envoie toutes mes plus belles ondes pour la suite.